Juste pour commencer, je vous montre quand même une photo un peu du marché mondial sur le premier trimestre 2025. Donc, on est à 21,7 millions de véhicules immatriculés depuis le début de l'année, donc en hausse de 4%. On a quatre zones qui sont en baisse. Donc, on a l'Europe, toujours à moins 2%. Donc là, on est sur les véhicules légers, avec un peu moins de 4 000 véhicules immatriculés. On a la Turquie qui est en baisse de moins 6,5%, mais la Turquie a fait une excellente année en 2024. Donc effectivement, là, elle commence l'année 2025 un peu en baisse, mais on reste sur des volumes quand même assez importants. Et puis on a l'Australie à moins 5% et la Russie à moins 7%. Sinon, le reste des zones sont en progression. On a les États-Unis qui sont en hausse de 3,6%. Ils sont dans le positif depuis le début de l'année. Le Brésil aussi commence un très bon début d'année avec plus 7% et un peu moins de 500 000 véhicules immatriculés. Et sinon, vous avez effectivement en Asie des, euh, des, des pays qui sont en progression, donc plus 3% pour l'Inde après une année 2024 qui a été assez bonne. En Chine, on est à plus 13%. Corée du Sud, plus 4%. Le Japon qui avait réalisé une très mauvaise année en 2024, qui était en baisse, la Corée du Sud aussi, sont en progression sur le premier trimestre 2025, donc avec plus 14%. Donc voilà, donc je ne vous ai pas mis le détail des pays Chine et Japon, Brésil et autres, vous les aurez lors de la prochaine réunion. Là, je vous propose de passer directement à l'Europe. Donc, on est sur des ventes de véhicules particuliers, donc qui sont en baisse de moins 0,4% pour le premier trimestre 2025. C'est toujours l'Allemagne, bien sûr, qui est en tête, donc avec 664 000 véhicules immatriculés, donc en baisse de moins 4,3%. Le Royaume-Uni réalise un bon début d'année avec 580 000 unités vendues depuis janvier. On verra que c'est des véhicules électriques qui sont plutôt bons, qui réalisent une bonne performance au Royaume-Uni. L'Italie est en repli de moins 1,6%, la France moins 7,8%, et l'Espagne, comme le Royaume-Uni, qui réalise un bon début d'année à plus 14%. Je vous avais en bas à droite l'évolution au niveau du mensuel, et effectivement, on voit que l'Allemagne est en repli depuis plusieurs mois, tout comme l'Italie et la France. C'est surtout l'Espagne, effectivement, qui, depuis fin d'année 2024, réalise de bonnes performances. Après, on a toujours en Espagne un rattrapage qui doit être fait après les intempéries qu'il y avait eu en fin d'année 2024 et qui, du coup, permettent de booster un petit peu le marché sur ce début 2025. Si on regarde la répartition des ventes par groupe, donc Volkswagen représente 26% des véhicules immatriculés en Europe, donc est en hausse de plus 5,7%. À droite, sur l'histogramme, on voit effectivement que depuis 2019, la part de marché s'est maintenue et même un peu progressé pour le Volkswagen. À l'inverse, Stellantis, qui représentait 23% de part de marché en 2019, ne représente plus que 16% de part de marché des véhicules en Europe. Et donc, depuis cette année, donc il est en baisse de moins 12,2%. Donc, Stellantis continue vraiment à avoir des ventes en baisse depuis l'année dernière. À l'inverse, Renault, lui, progresse et profite un peu du marché avec des nouveaux véhicules qui arrivent, surtout électriques. Donc, Renault est en hausse de plus 10%, elle représente 10% de part de marché. Hyundai et Kia, eux, sont en baisse de moins 4%. Mais effectivement, vous pouvez voir que les parts de marché de Hyundai
reste stable. On était à 7% en 2019 et du coup, on est toujours, donc 2024 et 2025, à 8% de part de marché. Toyota qui a réalisé une très bonne année 2024, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour début de 2025, donc en repli de moins 4,4%. Mais effectivement, si on regarde quand même par rapport à 2019, où Toyota représentait que 5% de part de marché, Oui, il y a la Suède, il y a la Finlande. on est un petit peu en hausse. On représente maintenant donc 7% de part de marché. Du côté des Allemands, donc BMW se maintient. Daimler est un peu en baisse. Et sinon, à noter que Tesla est en repli, donc il est dans les autres, il est à moins 45% en Europe. Donc effectivement, pour Tesla, c'est un peu compliqué et ça risque de l'être encore plus depuis la mise en place des droits de douane avec Donald Trump. Si on regarde dans le détail sur le marché allemand et français, du côté du marché allemand, on a un point à remarquer, c'est-à-dire que Stellantis, qui représente plus que 10% de part de marché, donc en repli de moins 23,8% depuis le début de l'année, et quand même risque de se faire dépasser par Mercedes, qui est pas très loin, et, ou bien BMW, effectivement, qui sont vraiment au coude à coude et qui risquent de récupérer la deuxième et troisième place. Et donc, on verrait Stellantis qui pourrait, s'il continue à chuter comme ça, pourrait baisser effectivement sur le podium. À noter que Renault se débrouille pas trop mal sur le marché allemand. Il est à plus 11%, donc elle représente 5% de part de marché. Ford, effectivement, même s'il ne représente plus que 4%, est en hausse un peu depuis le début de l'année, alors qu'il avait fait une très très mauvaise année 2024. Et du côté du marché français, on a Stellantis qui reste quand même devant avec 29% de part de marché, mais en repli de 13%, alors que Renault, lui, effectivement, est en hausse de 4%, ainsi que Volkswagen qui est en hausse de plus 9%. Donc sur le marché français, effectivement, on a juste à souligner que Hyundai, qui était très bon en 2024, perd un peu de vitesse avec des modèles peut-être qui sont un peu plus vieillissants par rapport aux autres. Et ils ne proposent pas trop de modèles électriques, 100% électriques. Sur les autres marchés, au Royaume-Uni, on a donc Volkswagen qui est toujours en tête, donc avec 22% de part de marché et qui est en hausse. Donc le Royaume-Uni, c'est quand même un marché qui est en hausse de 6,4%. Donc Volkswagen et Stellantis qui profitent quand même enfin d'un marché en progression, donc qui est en hausse de 2,1%. Hyundai est en troisième position et puis sinon, donc à noter que les Allemands, eux, de leur côté, BMW et Mercedes, sont en repli sur le marché anglais. Et sinon, les constructeurs chinois qui profitent effectivement d'un marché en progression sur le Royaume-Uni, donc SAIC, donc c'est MG, qui est en hausse de plus 6,6%, et Geely avec Volvo, donc plus 53,4%. Du côté de l'Italie, donc c'est un marché qui est en repli de 1,6% et qui était boosté, on le verra, par les véhicules électrifiés, donc 100% électriques ou bien hybrides. Donc on a Renault qui profite bien et qui est en hausse de 6,2%. À l'inverse, Stellantis et Volkswagen sont en repli, même s'ils restent quand même à dominer le marché. Je vous laisserai regarder ça dans le détail. En Espagne, donc un marché quand même qui est en hausse de 14%, donc Volkswagen profite bien. Stellantis, lui, est en repli de moins 15%. Et on a à noter donc Renault qui est à plus 49% sur un marché espagnol, effectivement, qui pour l'instant profite un peu des véhicules qui sont à remplacer après les intempéries qu'il y avait eu en fin d'année.
On vous a mis effectivement maintenant le marché polonais qui commence à représenter quand même pas mal, qui continue de progresser, qui est en hausse de 2,5%, dont c'est Volkswagen qui domine avec 26% de part de marché. Si on regarde justement le marché européen des véhicules électrifiés, vous avez sur la carte donc la répartition avec le mix énergétique. Donc en vert, ce sont les véhicules électrifiés, donc le BEV vert foncé, et après vous avez les véhicules hybrides en, en vert également, les véhicules essence en bleu et les véhicules diesel en rouge. On voit effectivement que de toute façon, les véhicules diesel continuent de perdre des volumes. Les véhicules diesel ne représentent plus en Europe que 8,2% et donc qui est remplacé effectivement par les véhicules électrifiés. C'est surtout les véhicules hybrides effectivement qui progressent. Donc on est avec un marché qui représente 1,2 million de véhicules hybrides. Les véhicules 100% électriques progressent également. Ils sont à 573 000 véhicules 100% électriques immatriculés, à plus 28%. Justement, sur la carte, vous avez en bleu les parts de marché des véhicules 100% électriques. Donc, on voit effectivement que les pays nordiques ont une part de marché des BEV qui est assez importante. À noter effectivement qu'au Royaume-Uni, on représente maintenant la moyenne en Europe est de 17% sur les BEV. Donc vous avez le Royaume-Uni qui dépasse maintenant la moyenne européenne et qui a 20,7% de véhicules 100% électriques. La France est au-dessus également avec 18,2%, mais elle stagne un petit peu. L'Allemagne, qui avait perdu des parts de marché l'année dernière du fait de l'arrêt des aides, repart à la hausse avec donc l'Allemagne, on est à plus 38,9% de véhicules 100% électriques. En général, tous les pays progressent, hors la France, qui, elle, est en repli sur les véhicules BEV, donc à moins 6,6%. Mais ce qu'on peut effectivement remarquer, c'est que tous les pays de l'Europe de l'Est, eux, ont des parts de marché bien inférieures à 10%. Et effectivement, la réglementation de café, pour eux, ça va être assez compliqué, puisque l'électrification se fait vraiment tout doucement. Après, ils ont des bornes de recharge où la mise en place est beaucoup plus lente que dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Mais on est aussi, il ne faut pas oublier, sur des véhicules dont le prix est assez plus important. Et donc, en Europe de l'Est, c'est plus compliqué. On a quand même, donc, du coup, l'Espagne et l'Italie, eux, qui ont des parts de marché des véhicules 100% électriques assez faibles. L'Espagne, c'est 6,9%. L'Italie, 5,2%. Donc, pour ces deux pays où effectivement c'est plus compliqué et c'est plutôt l'hybride qui domine effectivement les motorisations. Donc, l'hybride en Europe qui représente jusqu'à 35,9%. Donc, c'est vraiment des volumes assez importants où là, ce sont des volumes qui continuent à progresser fortement. Je vous ai mis ici l'évolution du mix énergétique pour qu'on voit effectivement comment l'Europe arrive à s'électrifier. En 2017, donc on avait, je vous rappelle, donc 50% de véhicules essence, 44% de véhicules diesel, et on avait effectivement très très peu de véhicules électrifiés, donc qui sont arrivés effectivement progressivement. Et si on regarde du coup en 2025, c'est vraiment les véhicules hybrides qui dominent. Et pour les véhicules 100% électriques, c'est des parts de marché qui progressent, mais qui progressent doucement. On est en 2023, 2024, 2025, effectivement, des parts de marché qui ne sont pas encore au niveau qu'on attendait et qui permettront effectivement de passer à la transition électrique pour 2035. Je vous propose qu'on regarde rapidement le marché français
donc qui est en baisse de 7,8% sur les 3 mois 2025 par rapport à 2024. Donc, vous avez l'évolution. Donc, 2025, c'est la courbe bleue par rapport à 2024 qui est en rouge. Donc, effectivement, des volumes pour qui c'est assez compliqué. Si on regarde au niveau du baromètre de commande, on était très en repli en janvier-février, mais c'était dû principalement au leasing social qui était en 2024 et du coup qui avait boosté les commandes du marché. On est en 2025, en mars 2025, donc à moins 3,6%, mais on reste quand même par rapport aux années précédentes sur une courbe qui est bien inférieure. Et on imagine effectivement que ce sera compliqué sur le marché français dans les mois à venir puisque les commandes ne partent pas. Au niveau des ventes par canal, donc ce sont les particuliers qui sont le plus en baisse, avec moins 12,1% par rapport à 2024 et qui représentent plus que 46,2% de part de marché. On a aussi les canals des entreprises qui est en repli de moins 9,5%, ce qui risque effectivement de ne pas s'améliorer du fait de la nouvelle réglementation sur la fiscalité des véhicules aux entreprises. Donc, il ne représente plus que 26,9%. Donc, je vous rappelle qu'on était surtout assez en hausse au niveau de ce canal-là. Et donc là, on est en repli. Ce sont les loueurs qui ont profité sur le premier trimestre 2025 et qui sont en hausse de 3,9% par rapport à 2024. Du côté des VUL, au niveau du marché, ce n'est pas beaucoup mieux. On est à moins 13,8% par rapport à 2024. Donc, un marché assez compliqué, effectivement. La réglementation et les nouvelles baisses d'aide ne simplifient pas le marché. Et au niveau des commandes, effectivement, on peut remarquer qu'on est également en baisse. Donc, on est à moins 15,4% sur 2025 par rapport à 2024 pour les VUL. À l'inverse, le marché de l'occasion, lui, se porte plutôt bien. Donc, on est sur un marché en hausse de 2,3% en 2025 par rapport à 2024. On n'a pas tout à fait retrouvé encore le niveau de 2019, mais un marché d'occasion qui est assez bon. Si on regarde par rapport aux âges, on a retrouvé effectivement des volumes pour les véhicules récents. Donc, on est en progression de 10% sur les volumes de moins de 1 an, ce qui permet effectivement de reprendre un peu des véhicules pas trop âgés. Je vous rappelle que l'âge du parc est à 11,7 ans en France. Et donc, effectivement, on voit que les véhicules de 15 ans et plus, c'est toujours un très bon canal. On a immatriculé plus de 400 000 véhicules sur les 3 premiers mois 2025, donc c'est en hausse de 8% par rapport à 2024. Et si vous regardez sur le camembert de droite, on voit que par rapport à 2019, on est à plus 58% des véhicules immatriculés en 15 ans et plus, qui représentent aujourd'hui 30% de part de marché. Par rapport et les véhicules récents, on voit effectivement que ça ne représente que les véhicules de 0 à 2 ans ne représentent que 10% de véhicules immatriculés en occasion. Je vous ai mis l'évolution des prix. Donc, effectivement, on assiste à une petite baisse au niveau des voitures d'occasion et des véhicules neufs, mais depuis le début de l'année, mais par rapport à l'année dernière, on est vraiment encore sur des prix assez élevés et qui ne facilitent pas effectivement les achats auprès des particuliers. Rapidement sur les ventes de véhicules électriques en France, donc sur les 3 premiers mois. Donc, on est donc à 79 819 véhicules immatriculés, donc en repli de moins 6,6%. À l'inverse, ce sont les hybrides non rechargeables qui progressent beaucoup. On est à plus 47,5% des véhicules hybrides non rechargeables et qui représentent aujourd'hui 45% de part de marché sur le marché français. Donc, dans des véhicules hybrides non rechargeables, je crois que je vous l'ai mis sur la slide d'après,
il faut voir qu'on a les full hybrides et les mild hybrides. Donc effectivement, si les mild hybrides, je vous rappelle que c'est pas des, enfin, au niveau des, de la batterie et autres, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez léger. Euh, les PHEV, eux, représentent 5% de part de marché et les BEV, donc on est à 18,2. On progresse quand même par rapport à l'année précédente, mais on est quand même sur des niveaux en dessous de ce qu'on avait prévu dans les années, euh, dans les années futures. Euh, Quand on regarde effectivement l'évolution, on est sur un marché effectivement du thermique qui représente plus que 28% de part de marché. Donc c'est vraiment les hybrides et les véhicules 100% électriques quand même qui arrivent sur le marché français avec des véhicules de plus en plus, de plus en plus de modèles qui permettent effectivement d'avoir du choix auprès des consommateurs. Voilà. Donc, je vous ai fait une analyse assez rapide, parce que je sais que Franck va être assez bavard pour sa présentation à venir. Mais on verra effectivement plus dans le détail la prochaine fois. Je te laisse la main, Franck. D'accord. Bah, écoute, non, je vais essayer d'aller moi aussi assez vite. Alors, je vais partager mon écran. Le miracle va-t-il se produire? Ça a l'air de fonctionner. Génial. Donc là, normalement, vous devriez voir mon magnifique écran. Alors, la conclusion, je réfléchissais à la synthèse de ce que tu viens de dire, là, Clotilde. On a quand même deux éléments qui sont assez marqués. Un qui perdure depuis maintenant, j'allais dire quelques années, en tous les cas des mois, c'est quand même la contre-performance de Stellantis en Europe, sur laquelle on va se pencher lors du prochain GEP. Parce que là, il est clair qu'une marque qui a, je crois, 14, un groupe qui a 14 marques, je crois 12 ou 14, je ne sais jamais, je ne sais plus si c'est Volkswagen qui en a 12, je crois, et qui est quasiment à 10 points de part de marché derrière Volkswagen en Europe, c'est quand même pas du tout ce à quoi nous nous attendions. Donc là, il y a vraiment un défi majeur pour la future direction de Stellantis. C'est renouer évidemment avec la confiance des consommateurs, ce qui, à mon avis, va pas être évident parce que ils ont quand même été marqués par des problèmes de fiabilité, de service à la clientèle, qui n'a pas été au niveau depuis plusieurs années. Et puis deux, surtout, de repositionner les marques, parce que comme on l'avait vu précédemment, vous vous souvenez qu'ils ont, je crois, 49 modèles. Donc, quand vous avez 49 modèles et que vous êtes avec une performance aussi faible, c'est qu'il y a un problème du côté du positionnement et de la perception des modèles. C'est évident. Et puis, avec le GEP, évidemment, on fera le lien avec la production, sachant que, comme vous le savez, Stellantis a beaucoup d'usines en Europe. Et donc, il est vital qu'on remette de la voiture dans certaines usines, et notamment en France, où on a quelques questions sur quelques unités de production. Bon, on en reparlera le 13, parce que pour nous, ça a quand même une grande importance, vu que c'est quand même un de vos clients majeurs. Et si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous n'hésitez pas à nous le dire, on vous enverra l'invitation. Ah oui, absolument. Et puis l'autre élément qui ressort quand même tout doucement, et on va le voir un petit peu, là on va l'approfondir, c'est quand même la mauvaise performance du marché français. Alors l'Europe n'est pas trop à la fête, mais la France l'est encore moins, et on est en train de devenir un petit peu le pays malade de l'Europe également aussi pour ce qui concerne l'automobile. Et ce n'est pas du tout étonnant, puisque vous savez que l'automobile, généralement, le marché automobile, il suit quand même globalement l'état de santé général économique d'un pays. Alors, moi, je vais vous présenter quelques éléments qu'on ne vous avait pas présentés jusqu'à présent, mais qui, je trouve, sont intéressants. On va faire une analyse un peu zoomée sur les segments et puis surtout sur les groupes automobiles. La première carte que vous voyez là, alors n'ayez pas peur, je vous enverrai le tableau, vous l'aurez en marge en fichier Excel, parce que quand on met les pourcentages ou quand on met le tableau, c'est absolument illisible. Là, vous avez les marchés européens, ce sont les marchés en glissement sur 7 mois. On a pris le détail des ventes par modèle. En gros, c'est une analyse qui part de septembre à mars, donc de septembre 24 à mars 2025. Vous avez donc un marché, l'important, ce n'est pas tellement la taille du marché, parce que vous avez des éléments qui sont proportionnels, c'est à l'intérieur.
on vous a segmenté les ventes en segment A, B, C, D, E, F pour les berlines. Et on a mis les SUV B, C, D, E, sachant que le SUV A, il y aurait pu y avoir 2-3 modèles, comme par exemple l'Aigo Cross, qu'on aurait pu définir comme SUV A, mais il y avait tellement peu de modèles qu'on a tout mis dans le segment A. Bon. Et puis, vous avez les MPV. Alors, les MPV, c'est clairement les Doblo, les Kangoo, véhicules particuliers. Vous voyez, ce genre de voiture. On en a un chez Volkswagen, le Caddy, etc. Vous voyez, c'est les ludospaces, en quelque sorte. Et les vannes, eh ben, ce sont les gros VUL, mais avec une carte grise de VP. Et qui sont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, aménagés en mini-campeurs, etc. Donc, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Si vous regardez donc par pays, donc le vert, c'est les segments qui sont liés aux berlines, et tout ce qui est bleu, du moins foncé au plus foncé, c'est plutôt les SUV. Si vous regardez le segment A, c'est un segment qui a quasiment disparu en Europe, tout simplement parce qu'il n'y a pratiquement plus d'offres. Et les modèles qui sont là, à part 2 modèles de chez Kia, de chez Hyundai, de chez Toyota, mais chez les Français, il y a plus que il y a la Twingo qui est en fin de vie. Enfin, il y a des modèles qui se vendent absolument plus. La Smart a disparu. Vous avez malgré tout un pays dans lequel le segment A est encore un peu intéressant, c'est l'Italie, puisqu'il fait à peu près 10,7% du marché italien. Partout ailleurs, c'est entre 1, 2, 3. En France, c'est 2,8. En Allemagne, c'est 2,2. En Grande-Bretagne, c'est 2,9. Donc, c'est un marché qui fait entre 2 et 3% sur pratiquement tous les autres pays. Et sur certains pays, il est même quasiment inexistant. En Turquie, c'est 0,5%. Si vous avez le segment B, alors le segment B, il est quand même beaucoup plus intéressant. C'est un marché qui tourne à peu près autour de 13-14% en Europe. Et nous, Français, on est très particuliers parce que sur le segment B, eh ben, on a quasiment 30% de nos ventes qui sont sur le B. Et ça, c'est vraiment une caractéristique française parce que vous voyez que le pays qui nous suit derrière, c'est la Grèce, c'est des pays du Sud avec 23,4%. La Roumanie, 21%, le Portugal, 19%, et même l'Italie est à 20%. Donc, le segment B, berline, hein, type Clio, clairement. Là, les Français, alors, on va voir que c'est évidemment en partie du fait de l'offre des constructeurs français qui est très forte sur ce segment, mais on est de loin le pays qui avons le plus de segment B. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne, c'est 10%, 3 fois moins que nous en pourcentage. Si on passe après au segment C des berlines, alors là, c'est un peu le parent pauvre. C'est un segment qui est vraiment faible, on va dire en Europe, il tourne autour des 10-11%. Il y a un pays qui est complètement, je dirais, à la marge, c'est la Turquie qui fait 27% de ses ventes en segment C berline, lié un petit peu à la production turque, hein, notamment du côté de chez Renault. Sinon, des pays comme la Slovaquie, on est à 15%, la Slovaquie 21%. En France, on est à 11% et en Allemagne, on est à 16,7%. Vous voyez? En Italie, à 7 seulement. Au UK, vous êtes à 12. Donc, c'est un segment qui s'est étiolé avec le temps, puisque la berline tricore, en fait, elle a été mangée par les SUV. Le segment D, alors là, c'est assez particulier, parce que vous avez un pays en Europe qui est la Norvège, qui a 14% de ses ventes. Alors, c'est un tout petit marché, mais qui est du D, berline D. Et suit ensuite le Danemark avec 9 et l'Allemagne avec 8,8. On a également la Suède qui est à 9,6. Donc là, c'est un marché de la berline type classe E, série 5, qui est assez fort dans les pays, enfin qui est relativement fort puisqu'il tourne autour de 10% dans les pays du nord de l'Europe, mais plus du tout dans le sud. En France, on est à 1,8%, vous imaginez? Et ça, c'est en partie dû au fait que les constructeurs français ont peu d'offres là-dessus. Il y a une 408 qui ne tourne pas. Chez Renault, maintenant, tout l'accent a été mis sur les SUV. Traditionnellement, la France était plutôt forte. Souvenez-vous, c'était l'époque où on avait, on vendait encore des Laguna, qu'on ne fait plus du tout, qui a complètement disparu. Donc, en fait, on était un pays où ce segment-là était très puissant et il a totalement été éradiqué du pays. On l'a plus, en partie parce que l'offre des constructeurs français, chez Citroën, je ne dis pas de bêtises en disant qu'il n'y a quasiment plus rien dessus. Il y aura éventuellement la C4 Cross qui pourra aller dedans, mais qui est un modèle qui ne marche pas du tout. Bon, vous voyez, donc on a disparu sur ce segment, nous, en France, vraiment fortement. Alors le E, c'est vraiment un segment qui est complètement dominé par les pays du Nord, puisque en Suède, vous avez 5,7% des ventes
En Allemagne, 4,2 et partout ailleurs, c'est très, très faible. En France, c'est 0,6, en Italie, c'est 0,6, au Danemark, c'est 2,5, c'est des tout petits marchés. C'est un marché qui fait plus que 1%, à part dans Allemagne et Suède. Le F, alors là, on est vraiment dans le luxe. C'est quand même intéressant de remarquer qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui sont à 0,9 et des pays comme la Roumanie qui sont à 0,7. La Suisse, c'est les champions du segment F avec 1,1% de leur marché. Alors, évidemment, c'est des petits volumes, mais partout ailleurs, on est plutôt entre 0,1 et 0,5. Si ensuite on regarde ce qui nous intéresse, nous, de plus près, j'enlève les MPV qui font à peu près 2% du marché européen. En France, on est à 2,6, c'est une catégorie qui est très marginale. Évidemment, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le SUV du segment B. Et là, si vous voulez, il y a, alors ça c'est très, très, très typé. Il y a 2 pays parmi le top 5 qui sont très forts dessus, c'est l'Italie. Vous avez 23% des ventes, c'est du segment B SUV, vraiment, et 18% pour l'Espagne. Le UK, vous êtes à 14%, la France, on est à 15,7%, et l'Allemagne à 9%. Vous voyez ? Portugal, 18%, bon, c'est des marchés un peu moins forts, Slovénie, 17%. Donc, l'Italie se démarque avec en moyenne 5 points de plus que la moyenne européenne, et la France, on est dans la moyenne européenne, et l'Allemagne est nettement en dessous. Le SUV du segment C, alors ça, c'est la catégorie numéro 1 aujourd'hui en Europe. Je pense que c'est très, très fortement lié, évidemment, à l'offre de SUV qui est très, très large et très complète, puisque là, tous les constructeurs sont sur ce segment, toutes les marques y sont. Alors, les champions en Europe, c'est l'Irlande, avec 36% de leurs ventes, qui est un tout petit marché, mais en SUV. Même la Pologne, vous voyez, vous êtes à 30, la Roumanie à 29, Slovaquie 28, Slovénie 29, Espagne 33, Turquie 33, vous voyez, c'est vraiment un élément qui marche partout. Même la Suisse est à 27. Et la France, sur le SUV du segment C, on est un de ceux qui sont les moins forts, on est à 24,9, c'est-à-dire 25, ce qui est bien, mais qui est dans la moyenne très basse de l'Europe, enfin très basse. Il n'y a pas d'autre marché qui est en dessous de 25. On doit être le pays, sur les 27, 26 pays que vous avez là, on doit être celui qui est le moins fort, puisqu'on est... Non, il y en a un, c'est la Norvège. C'est tout. Norvège, Portugal. Tous les autres sont plutôt autour de 30. Si on regarde le SUV du segment D, donc là, type voiture donc de plus de 4,50 m, entre 4,50 et 4,80, vous voyez, on est typiquement, par exemple, chez nous, ce serait une DS7, un X3, ce genre de véhicule. Même aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises, un X1, il serait où le X1? Non, le X1, il serait plutôt dans le SUV du segment C. Donc le D, c'est quand même un marché qui est assez fort. Alors là, on a un pays qui est champion, c'est la Norvège. Ils ont 41% de leurs ventes sur le segment D. Ça fait rêver. Sinon, on est dans une catégorie qui est autour de 10-12%. En France, on n'est pas bon. On est à 7,8%. L'Italie, c'est pire, ils sont à 5,7%. La Suisse est à 17%, qui est pas mal. Même la Turquie est à 9%, le Royaume-Uni est à 12,6%. Donc France, Italie, on est vraiment très bas sur le segment, sur les SUV du segment D. Même la Belgique, ils sont à 15%, vous voyez. Et l'Allemagne, alors l'Allemagne, ils sont pas forcément exceptionnels, ils sont à 10%. Ensuite, on a évidemment le SUV du segment E, donc là, c'est quand même très marginal. On a quand même un pays qui est champion, là encore une fois, c'est la Suisse, avec 5,2% de ses ventes. La Suède est à 4%. Même la Roumanie, c'est assez drôle. Roumanie, 3,9%. Slovaquie, 4%. Pologne, 3,7%. Norvège, 3,1%. Et puis après, c'est plutôt des montants qui sont très bas. L'Italie est à 1,5%. Et la France, on est à 1,3%. Donc là, c'est aussi, je dirais, la double peine française dont on fera qu'on reparle, parce que nous, on commence à faire du lobbying là-dessus avec notre fameux malus qui maintenant va commencer à 114 grammes cette année et sera, je crois, à 108 l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais jamais. 108, pour vous donner un ordre d'idée, 108 grammes, c'est ce que consomme une Aygo Cross qui a un moteur de 1 litre et de 69 chevaux, donc le moteur de la 107. Et c'est ce que consomme une Clio diesel, qui est la voiture qui consomme le moins du marché en thermique. 108 grammes WLTP. C'est-à-dire qu'en France, on a mis aujourd'hui un malus qui va commencer à un niveau où si vous n'achetez pas une voiture hybride, rechargeable ou pas, vous êtes dedans, même avec la plus petite voiture du marché.
Ça, c'est quand même délirant. Hein. Et ça va monter assez vite puisque dès aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, alors il n'y a plus d'offres dans les 3008 thermiques pures. Et il y en a encore une, par exemple, sur le C5, mais avec un diesel. Et même le diesel, donc le 1,5 litre PSA, monté sur le C5, il n'est pas monté sur le 3008, il fait 144 grammes. Donc il est malucé 2200 € aujourd'hui. Vous voyez? Pour un moteur, c'est le dernier moteur thermique. Après, il faut que vous passiez à l'hybride 145 chevaux, hybride léger ou hybride rechargeable. Mais là, les prix s'envolent. Hein. C'est-à-dire qu'il vous faut, enfin, les prix s'envolent. Par rapport au diesel, vous êtes obligé de mettre 4-5 000 € de plus, vous voyez, pour avoir un hybride rechargeable et à peu près le même niveau de prestation. Donc, c'est un vrai problème, en gros. On en avait parlé, hein, vous vous souvenez? On avait dit, pour échapper au malus, il va falloir prendre de l'hybride, mais finalement, vous allez payer 2 à 3 fois plus que le malus pour avoir un véhicule qui n'est pas malusé parce que hybride plus cher. Bon, ça fait quand même partie des aberrations françaises hein, qui font qu'on se met des buts contre notre camp. Et alors, je vous ai mis les vannes. Pourquoi j'ai mis les vannes? Parce que le van, mine de rien, ça coûte cher. Je m'étais amusé un moment à faire un comparatif des véhicules. Alors, j'ai jamais trop les noms. Il y a le petit van. Alors là, c'est plutôt le grand. C'est plutôt ceux qui font type trafic. J'ai jamais les noms chez PSA, la Ducato, etc. Qui sont avec des sièges passagers ou aménagés. Et ça coûte assez cher, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dedans. Et là, vous avez un pays qui ressort complètement de tous les autres, c'est l'Allemagne, parce que 8% des ventes sont des vannes. ce qui est très important. En France, vous voyez, c'est 1,9%. C'est clairement le succès du transporteur aménagé en Allemagne. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça. Ils vendent un Volkswagen très chouette d'ailleurs, qui est un peu le concurrent, parce que c'est l'ID-Buzz thermique en fait, c'est l'ancien, qui est le transporteur aménagé. Alors en plus, vous pouvez le mettre avec des tas de configurations, notamment même avec des couchettes, mais c'est un véhicule qui coûte entre 50 et 100 000 € en Allemagne. Donc, je l'ai mis parce que c'est en prix, on est dans le segment SUV du segment D. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, d'intéressant. Et puis, pour une fois, c'est un segment sur lequel toute l'offre est faite en Europe. Je crois que les Asiatiques ne sont pas du tout présents là-dessus. Donc, au moins, là, on a une offre qui est fabriquée uniquement en Europe. Pas besoin de mettre de quotas ou de mettre de taxes à l'entrée. Voilà. Alors, maintenant, je vous présente un autre élément que j'ai trouvé intéressant avant de basculer rapidement chez les constructeurs. Vous allez voir, les cartes vont être beaux. Je pense qu'il faut vraiment que vous les distribuiez dans vos groupes parce qu'elles sont assez intéressantes. Là, je me suis amusé avec Clotilde, on a fait une carte où on met la part de marché, le volume et la part de marché dans chacun des pays du segment DE en berline, DE en SUV, plus les vannes. Il y a des voitures qui sont dans un ordre de prix qui est au-dessus de 50 000 €, on va dire. Ça commence à 45, pas avant. Et je n'ai pas mis le SUV-C parce que très présent, puis là-dedans, il y a un peu de tout. Donc le SUV, bon, je voulais vraiment qu'on regarde, qu'on fasse un zoom sur quelque chose qui est un peu la voiture premium en quelque sorte. Et là, je trouve que le résultat, il est vraiment intéressant. Et pour nous, Français, il est inquiétant. Parce que quand vous prenez le volume, donc là, vous avez le chiffre, vous avez le volume et en dessous, la part. Par exemple, en Allemagne, vous avez 564 000 voitures sur les 7 derniers mois. Alors, peu importe les mois, que ce soit sur un an, 6 mois, ce qui compte, c'est le rapport d'un pays à l'autre. C'est 36% des ventes. Au Royaume-Uni, 340 000 voitures sur 7 mois en glissement, 26% des ventes. 26% également en Néerlande, 30% en Belgique, 41% des ventes au Danemark, 48% des ventes en Norvège, 49% en Suède, Finlande 39%, Estonie 30%, Pologne 23%, Tchécoslovaquie, non, République tchèque, pardon, 24%, même la Bulgarie, micro-marché, 23% des ventes, Turquie, 16% des ventes, avec 96 000 voitures. Et vous avez la France, alors l'Autriche 28%, Slovénie 19% des ventes, vous voyez, ils sont tous au-dessus. Le Portugal est à 21%. Et qui est dans le peloton de tête des mauvais? Eh bien, vous avez la Grèce avec 6%, ça fait peur, la référence.
l'Italie qui est à 12%, la France et l'Espagne à 13%. Donc là, on voit quand même qu'il y a une brochette de pays du Sud. En plus, ils sont bien sur la carte. Ils font un joli arc. Grèce, Italie, France, Espagne, qui sont toujours des pays fortement dominés par les petits véhicules, on l'a vu. En France, 30%, c'est du segment B type Clio, qui sont pas trop mal au niveau des SUV du segment C, du segment B, ils sont bien. Mais alors, sur les voitures, on va dire de plus de 45-50 000 euros, il n'y a plus personne. Et alors, c'est quand même inquiétant. Ça prouve que ça retranscrit également un état de santé économique. Alors, l'Espagne est en hausse, mais la France est en baisse. Parce que la France, pour vous donner un ordre d'idée, on n'a jamais été un grand pays pour ces voitures, vu qu'en France, on les a toujours massacrées fiscalement. Et pas que, en plus, il y a toujours une image qui est négative, enfin bref. Mais on était quand même à 17, la France, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 ans, on était entre 15 et on était à 15 historiquement, et on était monté jusqu'à 16-17. Là, vraiment, on baisse. Là, depuis maintenant. Donc ça, c'est quand même directement lié, comme Clotilde l'a montré, au fait que le marché français baisse plus que les autres, et qu'à l'intérieur du marché, il y a des clientèles, notamment les particuliers, qui souffrent beaucoup. Les entreprises, alors je suis très inquiet pour rien vous cacher, parce que, comme je le dis en permanence, il va falloir qu'on le répète, il faut qu'on réfléchisse à avoir une communication plus percutante là-dessus. Les modèles qui sont ces modèles-là sont les modèles qui sont fabriqués en Europe. Et ce sont les modèles qui, en plus, sont encore un peu fabriqués dans nos usines en France, qui ne produisent plus grand-chose, puisqu'on a 1,4 million de voitures. C'est en gros du VUL et un peu du haut de gamme. Nous, on sait très bien, je pense qu'on fera un zoom là-dessus, parce que les gens ne savent pas assez que, par exemple, des véhicules comme le 3008 ou le 5008, 2/3 des ventes, c'est d'entreprises. Donc là, aujourd'hui, vous êtes au courant, on va s'y pencher, on vous en parlera la prochaine fois. On vous en parlera, et d'ailleurs, je vous le dis, je crois que c'est mardi matin, il y a Arval qui organise un petit webinaire d'1 heure sur le sujet, sur les ventes d'entreprises, parce qu'il y a un sujet là, avec le véhicule de société et de fonction. La France a eu la très très mauvaise idée depuis le mois de février de taper à bras raccourcis dessus, que ce soit du côté entreprise ou du côté salarié. Ça va probablement poser beaucoup de questions aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, elles ont le choix de quoi? Alors, il faut que je regarde dans le détail. Je ne sais plus si la hausse des coûts pour l'entreprise, elle est maintenue quand vous achetez un véhicule électrique. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. En revanche, pour le salarié, l'avantage en nature, à mon avis, il faut que je creuse. On vous en parlera, mais je crois qu'il va être très fortement majoré, y compris si vous prenez un véhicule électrique. Je ne suis pas sûr. À voir. Parce que si c'est le cas, c'est une catastrophe. S'ils exonèrent le véhicule électrique, à la limite, on va avoir un switch un peu sur du véhicule électrique, mais le problème, c'est que le véhicule électrique haut de gamme, les statistiques du commerce extérieur sont formelles. Nous, on est très déficitaire là-dessus. On a peu de véhicules électriques fabriqués en France, il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart du temps, on a une balance commerciale qui est encore plus déficitaire sur le véhicule thermique. Bon, bref. Donc, c'est une mauvaise mesure qui ne va pas du tout nous aider sur les véhicules de ces segments-là, qui sont les derniers véhicules fabriqués dans les usines occidentales avec un coût du travail très, très élevé. Bon, je ferme la parenthèse. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça donne une autre vision finalement du marché européen, vous voyez. Quand vous mettez, il y a les marchés bien sûr, mais quand vous mettez en qualitatif, on fait partie des marchés qui maintenant tirent vers le sud, et qui sont les pays qui ont le plus souffert du Covid et qui aujourd'hui, dont l'économie, elle est un peu la plus chancelante, quoi. Donc c'est un point à monitorer. Maintenant, je vais vous donner qu'une minute à chaque fois la répartition des ventes des principaux groupes qui travaillent en Europe. Et avec Clotilde, on a rajouté la Turquie, ce qui fait d'ailleurs penser que maintenant, la Turquie, on vous donnera la répartition du marché turc. Parce que le marché turc, si je reviens en arrière, vous voyez, il est plus important que le marché polonais. Et il fait bien l'équivalent du Benelux en quantité. Attendez, Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je me demande si je n'ai pas fait une erreur. On voit. Attendez. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, je ne sais pas où je suis. Juste revenu sur la slide précédente. C'est génial. Donc voilà, on rajoutera la Turquie parce que finalement, maintenant, la Turquie, elle ne vend pas que des Renault et ça devient un marché important, ce qui, vu le dynamisme de l'économie turque, n'est pas étonnant. Les ventes du groupe BMW. Alors ça, il faudrait, je n'ai pas voulu surcharger, mais vous vous souvenez qu'on vous a donné la production de chaque groupe.
Regardez, ça, c'est la répartition des ventes donc sur 7 mois. On s'en fiche, à la limite, 6 mois, 5 mois, c'est en glissement. Ce qui compte, c'est la répartition. Souvenez-vous que BMW, je dis ça de mémoire, ils fabriquent 900 000 voitures en Allemagne. Elles sont toutes fabriquées en Allemagne. Et vous voyez qu'elles ne sont pas toutes vendues en Allemagne. Puisqu'en Allemagne, ils n'ont que 27% de leurs ventes, même pas le tiers. Donc, les Allemands, ils ont une problématique avec Trump, avec les États-Unis, l'ALENA, une problématique avec la Chine, et il ne faut pas qu'ils oublient l'Europe, nos camarades allemands. Il ne faut pas qu'ils nous mettent trop la tête sous l'eau, parce que vous voyez que quand même, quand vous regardez les ventes, ils sont très, très dépendants de l'Europe, en tous les cas pour leur production européenne. C'est 9% de leurs ventes en France, vous voyez, 9 en Italie, c'est pas terrible, c'est 5% en Turquie. Vous allez voir que dans 2-3 ans, la Turquie vont dépasser la France en pourcentage. Hein. Le Royaume-Uni reste bon avec 19, même s'ils ont un peu baissé par rapport à l'historique. Et puis après, vous voyez, ils sont un peu présents dans pas mal de pays. Alors, un pays où il y a 0%, c'est 0,5, 0,6. L'Espagne, c'est que 6, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que finalement, ils ne sont pas tant que ça germano-centrés. Et que c'est 27% de leurs ventes. Ça veut dire qu'il y en a, si je ne fais pas d'erreur de calcul, 73% qui sont hors de leurs frontières, en Europe, pour BMW. Dedans, il y a Mini. Hein. Il y a Mini. Hein. Si vous regardez BYD, alors ce n'est pas des gros volumes, évidemment, hein, parce que Mini, pour vous. Alors, BMW, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 7 derniers mois, c'était 573 000 voitures. C'est-à-dire à peu près 110, 115 000 par mois, ce qui est un bon score. Bon, BYD, on est sur un faible score, c'est 60 000 voitures, 65 sur 7 mois. Bon, c'est pas beaucoup. Mais intéressant de voir que là, la tête de pont, c'est le Royaume-Uni, 21%, et la Turquie. Turquie, pays dans lequel ils envisagent de mettre une usine. Bon. Faiblement présent en Europe de l'Est, très faiblement en Allemagne, mais très bien en Italie, en Espagne et moyennement en France. Vous voyez ? Intéressant de regarder ça, malgré les taxes à l'importation. Si on regarde Ford, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 300 000, même pas 300 000 voitures sur les 7 derniers mois. Donc, il ne vaut mieux pas qu'on compare Ford par rapport à ce qu'il faisait il y a 25, 30, 40 ans, 50 ans, à l'époque où ils étaient pratiquement les numéros 2 en Europe. Aujourd'hui, c'est devenu un constructeur. Gilif, il vend quasiment tant de voitures. Enfin bref, bon. Ford, c'est encore très centré sur l'Allemagne, 19%. Le Royaume-Uni, bien sûr, leur cœur historique, 26%. Et puis ensuite, l'Italie, la France n'est plus qu'à 8%. Et puis la Turquie, 6%, l'Espagne, 6%. Vous voyez, bon, c'est trois marchés. Et ensuite, France et Turquie, Espagne. Donc, une répartition des ventes qui est quand même liée à leur positionnement historique, qui était traditionnellement plus fort, parce que je vous rappelle que Ford, c'était Ford d'Allemagne, en fait. Et Royaume-Uni. C'était les deux endroits où ils avaient le plus de production, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Je crois qu'ils ne produisent plus rien dans ces pays. Là, vous avez Geely, donc c'est-à-dire Volvo. C'est intéressant de voir que du côté de Volvo, la Suède est toujours à 14%. Le Royaume-Uni est à 23%. L'Allemagne est à 16%. Et puis ensuite, vous avez des pays comme la France et l'Italie qui sont très, très loin et qui sont quasiment au même niveau que la Turquie. Donc, France, Espagne, Italie, c'est que 4% des ventes de Volvo sur les 7 derniers mois. Royaume-Uni, 23%. Allemagne, 16%. Là aussi, on voit que alors c'est quand même, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 240 000 voitures. Vous voyez ? C'est-à-dire 40% des ventes de BMW, ce qui est pas mal. Si vous prenez les ventes du groupe Hyundai, alors là, c'est intéressant parce qu'on a toujours, dans ces groupes-là asiatiques, en fait, le Royaume-Uni est en tête. L'Allemagne est à 13%, mais qui arrive ensuite ? Il y a l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Donc, en fait, la Turquie, c'est un marché qui, pour le groupe Hyundai, est plus important que la France. Vous voyez, la France, elle est finalement là-dedans, ce qui est bien pour nous, hein, on a des constructeurs nationaux encore, mais on est à peu près comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Pologne, qui est à 6%. Donc, une répartition des ventes, ce qui est intéressant dans ce type de groupe, c'est que vous voyez que finalement, il n'y a pas trop de pays qui dominent. Donc, finalement, c'est assez intéressant et intelligent parce qu'ils ne sont pas trop dépendants d'un marché. On va dire qu'ils sont à la fois tirés par le marché polonais, le marché turc et aujourd'hui par le marché espagnol. La France, on est un peu à la baisse, mais c'est que 7% de leurs ventes. Le Royaume-Uni se maintient, l'Allemagne se maintient, voilà. C'est une répartition qui est assez équilibrée. Quand on regarde le groupe Mercedes,
Bon, il n'y a pratiquement plus que du Mercedes parce que Smart vend 3 fois rien. Mercedes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 440 000 voitures de vendues comparé aux 573 000 de BMW. Donc, c'est un groupe qui est là maintenant, sensiblement détaché de BMW. Eux, ils sont plus germano-centrés. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est plus du tiers de leurs ventes. Vient ensuite, ça c'était, on le sait, c'est le Royaume-Uni, 15%. Et puis après, vous avez une myriade de pays dont aucun ne se détache. C'est assez intéressant de voir. L'Italie est même devant la France. L'Espagne est au niveau de la France, ça aussi, hein, c'est quand même un point à avoir en tête. Et on n'est pas très loin de la Pologne. Et la Turquie est entre les deux. Vous voyez? Donc eux, ils ont quand même une problématique, il ne faut quand même pas trop qu'ils se fâchent en Allemagne et au Royaume-Uni, parce que là, vous avez 50% de leurs ventes qui sont faites sur 2 pays. Et après, c'est une myriade. Si on regarde Nissan, alors Nissan, c'est une entreprise qui s'est effondrée. Parce que si vous êtes au niveau des ventes, on a 203 000 voitures sur 7 mois, ce qui est, je crois qu'il doit être au tiers de ce qu'il faisait il y a 10-15 ans. C'est un constructeur qui aujourd'hui a peu d'offres, une offre un peu vieillissante, très vieillissante, et puis les nouveaux modèles sont très chers, parce qu'une technologie, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu comme Honda, c'est-à-dire qu'en fait, tous les moteurs Nissan aujourd'hui, vous avez un bloc électrique, et votre moteur thermique n'entraîne plus du tout les roues, il alimente une batterie électrique et un moteur électrique qui lui alimente les roues. C'est une technologie comparable, c'est les seuls qui font ça. Toyota a une technologie différente, c'est Honda qui a choisi à peu près le même truc. Alors c'est un peu une usine à gaz, c'est des voitures complexes, je ne sais pas où ils en sont en termes de maîtrise et de fiabilité par rapport à Honda, qui à mon avis est supérieur dans ce domaine. Parce que moi, en tant que client, je me poserai un peu la question. Quand vous voyez les voitures, c'est quand même très compliqué. Et surtout, ça fait des voitures très chères. Parce que quand vous avez cette technologie-là sur l'X-Trail, etc., ça fait des véhicules avec un prix très élevé. Et là, il y a énormément de concurrence. Donc, le résultat des courses, c'est qu'ils sont à 200 000 voitures de vendues, ce qui est quand même très peu. Et ils sont très, très dépendants du Royaume-Uni. Bon, l'usine est là-bas. Vous avez 30% au Royaume-Uni, 11% en Espagne et en Italie. Et après, vous avez 9% Allemagne, Turquie, France. Vous voyez? Et là aussi, la France, c'est un pays qui est devenu un peu marginal. Donc, eux, ils sont très dépendants, évidemment, du Royaume-Uni. Bon. Si on regarde les ventes du groupe Renault, donc là, vous avez évidemment Dacia avec. Alors, le gros des ventes, c'est malheureusement pas le gros de la production, ça va être un débat qui ne risque pas de se refermer tout de suite, c'est évidemment la France. La France, il ne faut pas que Renault oublie qu'ils vendent encore 30% de leurs véhicules en France. Leur deuxième marché, ce ne sont pas les pays du Nord. Vous voyez, les pays du Nord, ce n'est pas exceptionnel. C'est l'Italie, leur second marché. Vient ensuite l'Espagne et la Turquie. Et puis, l'Allemagne est à 9%. Et ensuite, vous avez une myriade. Et le Royaume-Uni, même si Clotilde a montré qu'ils ont fait une très bonne performance au Royaume-Uni, puisqu'ils ont 5% de part de marché au Royaume-Uni maintenant, avec, je crois que tu nous as montré qu'ils faisaient plus 15 en vente, c'est que 7% des voitures vendues en Europe. Et alors, c'est assez drôle de voir qu'en Roumanie, vous voyez, pays d'Asia, ils n'ont que 3% des ventes. Donc là, c'est vraiment, je dis ça de mémoire, je crois que la Roumanie, Clotilde, c'était 15 ou 18% de leur production, quoi. Hein. Donc là, il y a quand même une question, quoi. Hein, c'est-à-dire, ils doivent faire pas loin de 20% de leur prod ou 18%, ils font 3% de vente. Bon. Mais en Turquie, vous voyez qu'ils sont présents. C'est assez intéressant et rassurant, parce que ça, c'est un truc que je trouve plutôt bien. Alors après, il faudrait regarder par détail les modèles vendus. Mais c'est un site de production, la Turquie, puisqu'ils font notamment la Clio, et puis leur Tricor, leur Mégane Tricor, mais ils vendent aussi. C'est fait en volume, ça fait quand même le tiers des ventes de la France, qui n'est pas neutre. Hein, voilà. Voilà le groupe Renault. Donc, un groupe qui est toujours traditionnellement complètement absent du nord de l'Europe. Hein. Faut le dire. SAIC. Alors, SAIC, c'est quoi? C'est MG, c'est ça? C'est MG et Maxus? Ouais. Alors, c'est pas du tout des gros volumes, c'est 160 000 voitures. Mais là aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la tête de pont des Chinois en Europe, elle est hors de l'UE, c'est le Royaume-Uni. Bien évidemment.
Parce que le Royaume-Uni, lui, d'ailleurs, il n'a pas les taxes à l'importation qu'a mis l'Europe. Hein. Je ne pense pas dire de sottises en disant ça. Donc là, c'est un tiers de leur vente. Et puis ensuite vient l'Espagne, autre caractéristique qu'on trouve avec ce type de modèle. Donc on voit très bien que les marques chinoises, si on leur ouvrait les portes en grand, leur porte d'entrée, ça serait très facilement les pays du sud de l'Europe. Hein. Et nous, on serait, à mon avis, assez concernés, parce qu'avec des modèles, capacité d'avoir des modèles petits qui sont bien adaptés au marché à des prix inférieurs, l'Europe du Sud, ça intéresserait. Donc là, vous avez 15% en Espagne, 18% en Italie, 12% en France. Bon, l'Allemagne, en revanche, pas du tout, 6%, et le nord de l'Europe, partout, c'est complètement absent. Donc vraiment concentré sur l'UE des 15 et sur les 4 principaux marchés du top 5. Mais encore que 160 000 voitures. Alors là, voilà, là ce sont nos amis de Stellantis. Alors, nos amis de Stellantis, pour tout vous dire, c'est 1 200 000 voitures sur 7 mois. On arrive à la fin, on va les comparer avec Volkswagen. Volkswagen, c'est 2 millions de voitures. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, Stellantis, c'est les 2 tiers de Volkswagen en vente. Donc là, il y a quand même un problème. La France, elle fait 21% des ventes et a exact même poids que l'Italie. Très intéressant pour nous. Alors, la production est une chose, mais ça, c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. Et je pense que du côté italien, ils ont un débat, parce que moi, je regarde un peu la presse et vois comment. Aujourd'hui, l'Italie, ils vivent une catastrophe industrielle. Ils ont une baisse continue là, de leur production, de l'indice de leur production industrielle générale. Bon. Il y a des secteurs, tous les secteurs sont touchés, mais quand on regarde les secteurs les plus touchés, c'est ceux qui sont liés à l'automobile. Et donc, à la production de voitures, équipements, et puis tout ce qui est l'équipement des chaînes de production, tout ce qui est lié aux investissements. Et pourquoi? Parce que vous avez vu que l'Italie, là, l'année dernière, ils ont fait 570 000 voitures, je crois, en production. Pour rappel, ils en ont fait jusqu'à 2,2 millions il y a 40 ans. Et cette année, ils sont partis, ils ont fait un premier trimestre catastrophique. Et si on tire la courbe, ils vont faire une année à 300 000 400 000 voitures, quoi. C'est-à-dire rien du tout. Tous les sites sont au chômage technique. Donc, ils ont quand même un atout dans leur poche, c'est de dire, et je pense que le gouvernement italien, il regarde de plus en plus ça, il dit, nous, on a quand même un petit problème, c'est qu'on a un marché qui est un petit peu supérieur au celui français aujourd'hui, toute marque, puisqu'ils sont à peu près sur les 1,8 en VP, et puis 300 000, 2,1, 2,2 en total en VL, et ils produisent rien. Vous voyez? Et quand on regarde qu'ils ne produisent rien, c'est évidemment Stellantis qui ne produit plus grand-chose. Et Stellantis, il a toujours 21% de ses ventes en Italie, malgré tout. Donc là, je pense que dans les discussions futures, c'est un paramètre qu'il va falloir qu'on intègre. Je ne sais pas qui sera le nouveau patron, mais c'est sûr que dans la recomposition de l'univers Stellantis, il faut que Stellantis se mette à vendre beaucoup plus de voitures, ce qui aiderait tout le monde. Et deux, si c'est le cas ou pas le cas, etc., la problématique de la production en Italie va se poser. Hein. Comme elle se pose d'ailleurs un peu en France, hein, entre parenthèses. Parce que nous, c'est moins catastrophique qu'en Italie, parce que là, eux, ils sont dans une situation où ils survivent parce qu'en fait, ils exportent beaucoup, ils sont plugués sur l'industrie allemande. Et là, ils craignent beaucoup qu'évidemment, les exportations de l'Allemagne vont se ralentir puisqu'ils vont aller produire aux États-Unis, ils vont être touchés, ils vont être doublement touchés, en fait, en quelque sorte. Et vous voyez que nous, la France, bon, on doit être en production chez plus Coty, on doit être à peu près à 18 avec Stellantis, Fréquent Garde, donc on a quand même une part de marché qui est supérieure à notre prod. Mais le pays qui, à mon avis, là, va être dans le target des discussions, c'est l'Espagne. Parce que de mémoire, l'Espagne, c'est vraiment le pays qui est numéro 1 en production de Stellantis et elle ne fait que 6% des ventes. Vous voyez? Donc je pense que l'Allemagne, bon, c'est 14%. Ce qui doit être pas très loin de son poids, et l'Angleterre, alors l'Angleterre c'est plutôt 12, je crois qu'on ne produit plus rien, puisque l'usine, je crois que Stellantis, à part les quelques VUL qui produisaient, qui ne vont plus être produits, il ne va plus rien se produire. Donc là, chez Stellantis, il y a quand même une question qui va à mon avis, ressurgir en France et en Italie. Parce que c'est clair que là, les deux gouvernements, dans des situations économiques très difficiles, ils vont mettre la pression pour qu'on produise chez nous. Hein. C'est une évidence. Hein. Je ferme la parenthèse, les amis, mais je pense que c'est un sujet qui est devant nous et nous, on se bat pour ça, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Il ne faut absolument pas qu'on laisse filer notre production. C'est complètement. Enfin, bref. C'est un autre débat, c'est le débat de la compétitivité. Enfin, bref. Vous connaissez ça par cœur, mais c'est un point qui est toujours devant nous. Tata.
Alors, Tata, bah, c'est rien du tout, Tata. C'est 80 000 voitures, même si elles valent cher. Attention. Je pense qu'il faudrait que je vous redonnerai, je pense, la prochaine fois, il faudra que je vous refasse une analyse en valeur. Là, ça va vous faire peur. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en valeur, en excédent brut d'exploitation, même en effectif, en rentabilité, en ce que vous voulez, l'Allemagne, elle fait plus que l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Ce qui n'apparaît pas là, parce que là, on raisonne en termes de volume. On fera un zoom là-dessus, qui explique évidemment beaucoup de choses et qui explique le fait que quand l'Allemagne parle à Bruxelles, bah, c'est plutôt elle qu'on écoute. Indépendamment du fait qu'ils sont plus présents, qu'ils font beaucoup mieux leur lobbying, parce que nous, on se plaint beaucoup, mais on y va en ordre dispersé, on ne se défend pas, etc. Donc, il y a une partie qui est liée, je dirais, à notre mauvaise volonté, à notre inorganisation et au fait qu'on ne se soit pas assez battu, mais c'est aussi lié au fait que, tout simplement, il y en a un autour de la table qui représente, en gros, la moitié de l'industrie automobile européenne, quoi. Voilà. Bon. Alors, chez Tata, c'est JLR. Hein, donc, là, vous avez toute la production, je crois. Ils ont peut-être une usine en Hongrie ou je ne sais plus où. À un moment, ils faisaient des Range Rover. Je ne sais plus s'ils les font toujours. Enfin, peu importe. Si, je crois que c'est en Slovaquie ou je ne sais plus. Peu importe. Là, les ventes, alors c'est assez drôle de voir que le Range Rover, la Jaguar, c'est très, très british dans les ventes. 60%, ça reste au Royaume-Uni. Donc pour eux, c'est bien. Ils produisent au Royaume-Uni majoritairement, ils vendent au Royaume-Uni majoritairement, donc je pense qu'ils ne devraient pas être trop embêtés. Et puis ensuite, vous avez, alors c'est assez drôle parce que l'Allemagne, c'est 9%, la France, c'est 7%, l'Italie, c'est 6%, et puis après, les autres, c'est vraiment très, très marginal. Donc un poids, donc ils sont plutôt dans une situation qui les met un peu à l'abri des secousses du marché parce qu'ils sont très orientés sur leur propre marché. Bon, eux, c'est évidemment, leur grosse problématique, c'est les États-Unis. Hein. Parce que quand vous prenez la production et les ventes, enfin plutôt les ventes, pardon, de Range, ils sont très, très, très dépendants du marché nord-américain. Je ne sais pas comment ils vont gérer le truc. Alors, je sais que Trump leur a mis que 10% de taxes. J'ai fait une présentation l'autre jour lors de la dernière commission constructeur où on voit qu'en fait, c'est le seul pays avec lequel les États-Unis, ils ont un avantage commercial, ils ont une balance commerciale positive. Donc, ça explique le fait qu'il ait mis que 10%. Donc, ils devraient, et je pense qu'ils vont négocier très fort là-dessus, parce que eux, c'est vraiment leur marché. Je ne pense pas qu'ils aient tellement d'alternatives pour aller produire aux États-Unis, vu quand même les faibles volumes, vous voyez. Et ça ne se fait pas en 2 minutes, quand même. C'est assez particulier, hein, quand même. Alors, on arrive à la fin. Je me suis trompé. Je vous ai mis Tata. On va le changer. C'est pas Tata, c'est Tesla. C'est Tesla. Alors, Tesla, vous savez qu'elle produit 200 et quelques mille voitures, peut-être un peu moins, là, d'ailleurs. On verra ça le mois prochain. On aura un monitoring. Produite à Berlin, en Allemagne. Alors, eux, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit que finalement, c'est une entreprise qui souffre évidemment du Sud, parce qu'on voit que l'Italie, Clotilde en a parlé, l'Italie, l'Espagne, c'est vraiment pas bon. C'est 6% l'Espagne, 5% l'Italie, de part de marché de BEV, donc ça va pas du tout. Mais on va dire que là-dedans, finalement, ils tiennent leur place, puisque en France, ils ont 13% de leurs ventes, plus qu'en Allemagne, moins qu'au Royaume-Uni, qui est le marché numéro 1. Mais vous voyez que dans les pays du Nord, alors, ils font ces 6% de leurs ventes sur des marchés tout petits. Donc, ils ont une part de marché qui est forte en Norvège, forte en Suède. Puisqu'en fait, là, derrière les pourcentages, vous pouvez mettre des volumes. Donc, c'est des marchés qui sont beaucoup plus petits, mais en volume. Donc, ils ont une part de marché qui est très forte. La Turquie, c'est 6%. Donc, vous voyez, d'un point de vue Tesla, quand vous voyez l'Europe, vous voyez un truc qui est quand même relativement équilibré. Alors, ils ont un Benelux qui est très fort, puisque la Hollande, seule la Hollande, qui est quand même un marché, c'est quand même 10 millions d'habitants, l'Allemagne, c'est quand même 80. Ils ont le même volume de vente qu'en Allemagne, vous voyez. Bon, la Hollande, ils ont autant de bandes de recharge qu'en France. Bon. Donc Tesla, une situation plutôt équilibrée en Europe. Enfin, alors Tesla, c'était 186 000 voitures sur 7 mois. Toyota, le groupe Toyota, c'est 600 000 voitures sur 7 mois, donc à peu près l'équivalent de BMW. Et un peu moins que le groupe Hyundai qui a fait 640 000 voitures.
Là aussi, ce qui est remarquable chez Toyota, mais ça, c'est pas nouveau. C'est vraiment une politique chez eux qui consiste vraiment intelligente. On progresse tranquillement, un pas après l'autre. C'est vraiment des marathoniens et c'est des gens, vraiment, les Japonais, qui font en sorte, en tous les cas Toyota, d'avoir une répartition des ventes et même des productions qui est la plus équilibrée possible, ce qui les met vraiment à l'abri des soubresauts qu'il peut y avoir, politiques, économiques, dans une zone ou dans un pays. Quand vous regardez en Europe, regardez, c'est remarquable. Ils ont quasiment le même poids au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, et presque en Turquie qui nous rejoint. C'est quand même vraiment bien ça. Hein. Ça veut dire que demain, vous avez une crise politique, une crise économique, un peu plus dans le sud de l'Europe, le nord, il marche, ils arrivent. Pour eux, c'est quand même une sécurité. Ils ne sont pas hyper dépendants d'un marché. Voilà, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays qui sont quasiment dans le même poids. Et puis après, une myriade qui fait les 40% qui restent de leur vente. Ou le tiers. Voilà. Donc là-dedans, vous avez Lexus, hein, qui est marginal, mais qui est quand même dedans. Donc ça aussi, c'est un constructeur dont on reparlera, parce que Toyota, par exemple, on le met dans les généralistes, mais quand vous voyez le prix moyen de leur voiture, ils sont entre les deux, en fait. Ils ont plutôt... alors, il y a Lexus qui pousse, hein, un peu, bien sûr, mais même les Toyota, elles ont des prix qui sont, en termes de généralistes, ils sont au-dessus de ce que fait Stellantis, par exemple. Vous voyez, sensiblement. Parce que Stellantis, la marque qui serait le plus proche d'eux, c'est peut-être Peugeot. Et même Peugeot, ils ont des prix moyens inférieurs. Citroën, ils sont très nettement en dessous, Fiat aussi, etc. Donc, c'est un généraliste, mais qui, en termes de positionnement, je le mettrais presque dans les spécialistes. Il est parfois à la lisière du premium, et avec certains de leurs modèles, on pourrait même les mettre dedans. Voilà, parenthèse refermée. Dernier groupe, et je suis dans les temps. J'ai pas le groupe Volkswagen, Clotilde? On l'a oublié? Ou c'est moi qui l'ai oublié? Si tu as la carte, peut-être que tu peux la présenter. Regarde. Alors, avant que Clotilde ne retrouve le groupe Volkswagen, j'ai dû l'oublier. Je vous mets juste, pour votre information, c'est bien de le voir, les volumes des 10 meilleures ventes par segment. Dans le A, vous voyez, il y a la Panda, il y a l'Aigo Cross. Alors la Panda, la vieille Panda en fait, hein, 60, c'est pas, voilà. Maintenant, il y a la nouvelle qui arrive, elle sera je suis pas sûr qu'elle soit dans le A, si on va la maintenir dans le A. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus rien. Il y a la Spring, il y a la 500, il y a la vieille Aigo. Bon, c'est des petits volumes. C'est toujours dominé par la Panda, mais c'est des volumes qui font 2% du marché. Dans le B, quand même, une grande nouvelle, c'est la Sandero en Europe, sur 7 mois, qui est la plus vendue. Avec la Clio, donc là, Renault est très très fort. Et vous suivez avec la 208, la C3 est en 5. Il y a une Yaris entre les deux. Derrière, il y a une Corsa Stellantis. Volkswagen, il apparaît qu'en 7. 8 avec Fabia. Et ensuite, vous avez Hyundai, mais avec des volumes beaucoup moins importants. Donc là, clairement, on voit que les Français, et marginalement Toyota avec sa Yaris, ils cartonnent sur le segment B. Si vous regardez sur le C, c'est un point qui intéresse les gens depuis maintenant, depuis un an ou deux, c'est le retour de la Golf, qu'on avait un peu enterré. Et c'est la voiture, c'est la voiture qui, même au niveau du modèle, est une des plus produites en Europe. Et sur le segment B, donc de la voiture Tricor, vous voyez qu'elle est en tête devant la Corolla. Alors la Corolla, je ne sais pas si vous avez pris un taxi, si vous prenez le taxi de temps en temps, ils ont un marché captif phénoménal avec les flottes de taxis. Vous avez ensuite l'Octavia qui a pris la place de ce qu'on faisait nous en France avec les Laguna et les 406 et les 407 il y a de ça quelques années, vous voyez. C'est-à-dire la berline Tricor ou avec un coffre, la sédan, maintenant c'est du côté de chez Skoda, du groupe Volkswagen. Vous avez ensuite l'Audi, bon voilà, toute une série de voitures autour de 50 000 ventes. La première de chez nous, c'est la 308, elle apparaît en 8e position avec 40 000 ventes. Vous voyez, c'est quand même 3 fois moins que la Golf. Vous voyez. Et c'est 2 fois moins que la Corolla qui se vend énormément, y compris en version Station Wagon. Il y a une classe A qui va disparaître, parce que vous savez que la classe A elle ne sera plus produite. Si on prend dans le modèle, dans le segment D, vous avez en principal, là, c'est très resserré en termes de volume, c'est la modèle 3, les séries 3, la Passat, l'ID7 quand même,
la Skoda Superb, la classe C, la 5, la i4, la série 4, l'Audi A4. Là, vous voyez déjà dans le segment D, bah, il y a un peu de Tesla, mais il n'y a plus que de l'allemand. Là, on est vraiment Volkswagen, avec Audi, Volkswagen et Skoda très présents. BMW et Mercedes, il n'est même pas dedans. Il y a une classe C, mais c'est la seule. Dans le segment E, alors là, c'est monopole quasiment des Allemands, avec quand même des volumes petits. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, regarder à chaque fois qu'on parle du premium, dans ce type de voiture, les Allemands écrasent tout, parce que si vous prenez les 4 premières voitures, là, elles sont à peu près 30 000 chacune. Vous mettez la i5, qui est une électrique, vous passez la barre des 100 000. Le QE, c'est-à-dire que la Volvo et la Lexus sont ultra marginales. Il y a même la A110 qui est complètement, qui a 1000 exemplaires. Donc, on est vraiment dans une domination totale. Et alors, c'est encore plus marqué dans le segment F, qui est un petit volume, mais qui est très fort en valeur. On reviendra là-dessus parce que c'est des segments qui sont en fait sous-estimés. On n'y pense pas trop parce que nous, notre marché n'est pas trop orienté là-dessus. Et puis, les volumes sont bas. Mais en fait, en valeur, c'est un marché qui est fantastique. Et là, vous avez que de la voiture allemande, à part une MG que je ne sais même pas ce que c'est, Cyberster, qui se vend à 900 exemplaires. Mais sinon, on n'a que de la Porsche et de la classe S. Dans les MPV, alors là, c'est les petits ludospaces. Ben, nous, on est pas mal. Hein. Le premier, c'est assez drôle de voir qu'il met le double de vente que le deuxième, qui est le Scénic. Ben, c'est du côté du Jugger, le Dacia. Bon, sinon, voilà, c'est de la voiture qui est que des constructeurs européens. Le SUV du segment B, il y a la Yaris qui est bien positionnée en 3. Sinon, la première, c'est le T-Roc et le Peugeot est bien derrière. Capture, Puma, vous voyez, c'est assez resserré. Mais et puis, à partir du moment où vous arrivez en 6 ou en 7, vous divisez par 2 les ventes par rapport au premier. Donc là, il y a quand même un gap. Et il y a un Juke qui était une des stars du segment qui aujourd'hui est complètement dépassé. Il s'est complètement fait bouffer. On aurait fait les mêmes stats il y a 10 ans et le Juke était en tête. Et enfin, SUV du segment C, le premier c'est le Tiguan, suivi du Duster. Le 3008, il n'est que 8e parce que pour moi, il lui manque du diesel, tout simplement, entre autres. Là, je pense que Peugeot, ils ont retiré du catalogue le diesel un peu trop vite parce que le diesel, en plus, vu leur moteur, c'est le moteur qui serait le plus adapté à cette voiture. Parenthèse refermée. Donc là, vous avez un bon positionnement également du Qashqai, qui est la dernière voiture qui se vend de chez Nissan, et puis le Sportage, le Tucson, qui est pas mal, et le CHR, qui est produit en Turquie, qui fait de très bonnes ventes, puisque là, il y a 86 000 voitures, vous voyez, sur 7 mois, ça nous projette à 140, 150 000 à l'année, ce qui est beaucoup. Le nouveau CHR fonctionne beaucoup mieux que l'ancien. Il fait 30% de vente en plus. Et enfin, les derniers modèles, alors là, c'est pareil que pour la berline, c'est quand même très dans la main des constructeurs allemands, sauf dans les SUV du segment D où le premier en vente, c'est le modèle Y de Tesla, c'est quand même remarquable, il faut le remarquer. Si vous regardez derrière, il y a un RAV4 qui arrive à se positionner, une Seal qui arrive très loin, mais sinon, c'est du Macan, c'est de l'Audi, c'est plutôt évidemment du constructeur allemand. Et dans le SUV du segment E, pas des gros volumes, mais une valeur énorme. Là, vous avez quasiment que du constructeur allemand. Il y a un peu du Tata quand même avec le Range Rover. Il y a trois Range sur les 10. Et il y a un Volvo qui arrive en 2. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé la carte, Clotilde, ou pas, sur le Volkswagen? Oui, je te la mets. Ah bah vas-y. Tu la mets à l'écran? Oui. Allez. Donc on vous la mettra bien dans le mien. Voilà, génial. Merci beaucoup, Clotilde. Alors Volkswagen, donc le premier groupe européen. Là, il y a 2 millions de voitures. Hein. Ils font 25% des ventes, puisque le total, sur 7 mois, on est à 8. C'est exactement la part de marché que vous a donné Clotilde. Bon, bah Volkswagen, alors il y a Audi dedans, on ne l'a pas sorti. Là, vous voyez qu'eux, ils sont très germano-centrés quand même, puisqu'il y a un tiers des ventes en Allemagne. Et ensuite, c'est plutôt très équilibré. Vous voyez, c'est un petit peu à la Toyota, quand on y regarde de plus près, parce que vous avez 14% au Royaume-Uni, 8% en Italie, 7%, alors évidemment plus fort quand même globalement sur les marchés du Nord, mais France, Espagne, Italie, c'est pas mal. Grèce, c'est pas mal du tout. Hein. 5% des ventes. Pardon, pas Grèce, Turquie, excusez-moi. Turquie, 5%.
Et puis après, bon, une répartition qui est en Pologne, 4% de Tchéquie, etc. Bon, marginale, mais plutôt bonne dans l'Europe du Nord et pas mauvaise dans l'Europe du Sud, quoi, quand on regarde bien, avec une grosse place de l'Allemagne. Voilà. Et on a terminé.